Eh bien bonjour, on reprend notre leçon sur l'Empire romain. Cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et déjà, on va commencer par corriger votre travail. Donc l'Empire romain est un pays qui existe. Donc je pense que vous l'avez relevé sans trop de difficulté en vous référant à votre livre ou en ayant bien écouté ou lu les documents qu'on a regardés hier. C'est un pays qui existe du 1er au 5e siècle. Alors ça peut être discutable, mais l'Empire romain, tel que on l'étudie, on va dire qu'effectivement il dure du 1er au 5e siècle. Ensuite, son territoire, donc là je pense que vous avez trouvé qu'il fallait noter que ça s'étend autour de la mer Méditerranée, et il fallait citer trois espaces continentaux sur lesquels s'étend l'Empire, à savoir l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Enfin, le mot d'Empire romain nous renseignait sur l'information maître. Le pouvoir appartient à un seul homme, et cet homme, c'est l'empereur. Donc maintenant, je vais vous demander de noter la question qu'on va se poser dans cette leçon. On a un pays gigantesque qui fait plusieurs milliers de kilomètres d'est en ouest et du nord au sud, qui réunit des populations aussi différentes que celles d'Égypte, d'Espagne, de Gaule, d'Italie, et j'en passe. Donc il y a évidemment une grande diversité. Comment un aussi grand pays a-t-il pu tenir? Comment est assurée l'unité de l'immense empire romain? Eh bien, nous allons maintenant répondre à cette question et on va commencer en regardant à nouveau des cartes. Alors la première carte, c'est celle que nous avions déjà regardée hier, qui nous montrait de quelle façon des conquêtes avaient été réalisées depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, étendant la cité de Rome, la République romaine, tout autour, quasiment tout autour de la mer Méditerranée. Alors, je vais faire un petit saut dans le temps, je vais retourner à cette carte qu'on avait aussi regardée, celle du monde romain, de l'Empire romain au 2e siècle. Alors le voici, et on voit eh bien, que ce monde romain s'est étendu. La carte précédente se terminait en 27, au moment où Auguste devient empereur. Eh bien, voici 2 siècles après, l'étendue du monde romain. Cette fois-ci, il fait vraiment tout le tour de la mer Méditerranée, parfaitement. Toute l'Afrique du Nord, ici, en fait partie. Et cet empire est gigantesque du nord au sud et d'est en ouest. Donc maintenant, eh bien, ça montre qu'il y a eu une extension qui s'est passée par des conquêtes, par des affrontements militaires, et ben, il ne faut pas oublier qu'autour du monde romain, eh bien, il y a d'autres régions avec des peuples. Alors je viens de les faire apparaître. Par exemple, pour le sud de l'Afrique du Nord, ici, on va avoir les Maures. Ici, donc, au sud de la Judée, Syrie, Palestine, on va trouver les Arabes. Au nord de la Mésopotamie, un adversaire qui a causé bien des soucis aux Romains, les Parthes. Et puis enfin, au nord, les Germains. Alors là, il faut imaginer en fait que ce sont une multitude de peuples très très variés. Euh, et puis enfin, au nord de la Bretagne romaine, on va trouver les Scots. Donc beaucoup de peuples avec lesquels, je viens de le dire, les relations ne sont pas toujours pacifiques. Bah déjà, il y a eu extension du monde romain, donc il y a eu des guerres, mais après, les empereurs romains ont plutôt cherché à conserver leur territoire et en assurer la sécurité. Et pour cela, eh bien, ils ont mis en place ce que je viens d'afficher ici, une frontière fortifiée. Alors on la trouve notamment ici, au contact des Germains, ici, en Europe centrale, le long de la frontière avec le monde parthe de la Mésopotamie et les Arabes, et puis enfin au contact des Maures, pardon, en Afrique du Nord. Donc il y a un mot romain qui désigne cette frontière, c'est le mot limes. Il est écrit entre parenthèses ici.
limes, on prononce le S parce que c'est un mot latin, et ça a donné le mot de limite en français. C'est donc la limite entre deux mondes, deux espaces, le monde romain et le monde des étrangers, le monde des barbares. Vous avez vu que dans la légende, ici, pour ces peuples au-delà du monde romain, on parle de peuples barbares, et il faut comprendre ce thème de barbares comme étant ceux qui ne parlent pas la langue romaine, ceux qui n'ont pas la civilisation et la culture du monde romain. Ça ne veut pas dire des barbares au sens un guerrier destructeur, comme on peut parfois les trouver dans certains jeux vidéo, ou dans certaines bandes dessinées. Alors maintenant que ceci est dit, nous avons des frontières fortifiées. Alors à quoi ça ressemble une frontière fortifiée? Ben, ce sont surtout des frontières où il va y avoir plus que des constructions, des châteaux, des forts, des armées. On va laisser des armées en place qui vont veiller, monter la garde le long de cette frontière, parce que c'est une frontière sur laquelle eh bien, on sait qu'il peut y avoir des problèmes avec les voisins. Alors d'ailleurs, pour être tout à fait complet, il faut reconnaître que, par exemple, les Germains, je vous ai dit que c'est beaucoup de peuples, il y a certains peuples germains avec lesquels il y a de très bonnes relations, on fait des échanges, on fait du commerce, et puis parfois ces relations se dégradent, puis ça peut tourner à la guerre, à l'affrontement, puis y avoir des pillages de part et d'autre de cette frontière. Donc il est nécessaire de maintenir des armées, et ces armées romaines, ce sont des armées très puissantes. Elles se sont forgées dans les guerres de conquête qui ont eu lieu au siècle précédent, et puis on a un système très efficace, reposant sur une autorité de fer, hein, vraiment une discipline de fer qui est imposée par les généraux à leurs soldats, dans le cadre de ce qu'on appelle la Légion romaine. Alors je vais afficher ici un exemple d'une légion romaine en guerre. Alors ces légions sont composées de plusieurs milliers d'hommes, entre 5000 et 7000 hommes, et on va leur affecter un commandement, des généraux et une région d'intervention particulière. Ce sont des soldats à pied, des fantassins, qui sont groupés, ici vous le voyez, en groupe d'une centaine de soldats. Ici ce sont des manipules, 120 hommes sur 10 rangs, et ce sont des groupes extrêmement solidaires, avec un centurion qui va les diriger. Ce centurion est assisté d'un porte-enseigne qui porte une sorte de grand drapeau, si vous voulez. Bon, c'est pas vraiment un drapeau, mais c'est le symbole de l'armée, de la légion romaine. Et si le drapeau est en avant, eh bien le groupe avance. Si le drapeau est en arrière, le groupe recule. On a de la musique, des sifflets pour marcher tous au pas. Et vous avez donc des groupes extrêmement solidaires. Au premier rang, vous avez vu qu'on met les hommes les plus jeunes, qui ont le moins d'expérience. Si on arrive pendant les premières années de son engagement dans la Légion à survivre, on pourra passer sur les rangs qui sont derrière et pouvoir avoir plus d'expérience. C'est une armée très efficace. Alors elle a perdu des batailles, mais elle en a gagné plus, et elle a permis au monde romain d'être bien défendu. Alors cette armée romaine, je peux vous en donner une petite illustration ici à travers cette photographie qui montre ben, des passionnés d'histoire romaine. Alors il y a des gens qui font ça hein, de leur week-end, qui vont se déguiser en romain et qui vont tenter de reconstituer les méthodes de combat. Donc on voit un armement, un casque en métal qui couvre une partie des épaules, qui protège les oreilles. Au passage, c'est un casque qui a été emprunté aux Celtes, aux Gaulois, au 1er siècle avant Jésus-Christ. On voit leur bouclier long, grand, qui protège quasiment tout le corps. Et puis on retrouve un petit peu la technique de la phalange hoplitique où les guerriers, les uns à côté des autres, se protègent sur la première ligne. Ils sont armés d'une lance. On voit un homme qui tient cette lance derrière. C'est un pilum, c'est une arme de jet en fait. Hein. Donc elle sert à être jetée. On s'arrête à une cinquantaine de mètres du groupe que l'on attaque et puis on va jeter ceci, première attaque, pour désorganiser les premiers rangs contre lesquels on va combattre. Puis après on donne l'assaut en ligne, solidaire, et vous avez vu qu'ils ont des épées courtes, des petites
des petits glaives qui sont pointus. On ne voit pas la pointe, là c'est dommage, qui servent en fait à piquer, si possible, les jambes des adversaires. Le but étant de faire des blessures suffisamment invalidantes. Si possible, si on peut toucher une veine dans les jambes, ça peut être pratique, ça peut provoquer une hémorragie. Donc pas de grands combats de cap et d'épée, hein, on va plutôt tenter de piquer l'adversaire, et puis au coup de sifflet, hop, on passe derrière, et c'est le rang qui était derrière qui va remplacer. Ce sont des combats très bien organisés, et effectivement où il faut être très discipliné. Quand une armée a terminé de combattre, eh bien, elle doit se reposer, et si elle est dans une région où elle peut se faire attaquer, ou dans un territoire ennemi qu'elle envahit, eh bien, il faut assurer sa protection. Dans ce cas-là, eh bien, une des techniques utilisées, que vous connaissez, elle a été rendue célèbre grâce à des bandes dessinées pas toujours très sérieuses, c'est la technique du camp de légionnaire. Alors un camp de légionnaire, c'est quoi? Eh bien, chaque soldat va aller couper un tronc, un arbre, et va participer à creuser un talus, au sommet duquel on va planter cet arbre, créant une palissade qui va créer un espace protégé. Très organisé, vous avez vu, tout est fait selon des lignes droites. Il y a un axe nord-sud et un axe est-ouest. Il y a un forum qui est le lieu de réunion, ici la tente du consul, du chef de l'armée. En face du talus, on a creusé, ben, ça crée un fossé qui augmente la protection, et ainsi, ben, vous avez une armée qu'on peut protéger, qui peut se reposer, et qui va simplement être surveillée par quelques légionnaires qui doivent assurer la protection. En général, on choisit des endroits où il y a de la forêt, mais il faut quand même qu'il n'y en ait pas trop, parce que sinon on risque de ne pas voir arriver les ennemis. Et ces camps peuvent devenir des camps permanents, et petit à petit, ils vont euh, se fortifier, on va faire des murs en pierre, et ce sont des postes avancés depuis lesquels on va dominer des frontières. Alors voilà, cette présentation déjà d'une paix romaine qui va régner dans le monde romain grâce à la puissance des légions, donc ces armées romaines. Donc première partie qu'on va noter, nous, c'est que l'Empire romain va être marqué par une longue période de paix. Elle est due essentiellement à la situation de sécurité qui est assurée par les armées romaines dont on vient de parler, et cette paix, on peut dire qu'elle va s'étaler sur les 2 premiers siècles du premier millénaire. Donc voici le résumé qu'il va falloir compléter. Un empire en sécurité. Donc voici le texte. Donc il vous manque quelques informations. Essayez de les trouver. Vous prenez quelques minutes pour faire ceci. Et puis on reprend la suite dans la vidéo suivante. On corrige et on apporte des informations en plus sur cette situation de paix.